Et je passe la parole à Madame la professeure Sabrina Robert-Coindet de l'Université de Le Mans sur l'exception de santé dans la jurisprudence de l'organe des règlements de différends de l'OMC. Un thème qui me touche tout particulièrement naturellement. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie avant tout les organisateurs de ce colloque pour leur invitation à venir vous parler aujourd'hui de ce sujet. Alors, afin d'essayer de respecter la limite de temps, même avec la flexibilité franco-italienne dont nous bénéficions, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Derrière ce sujet, donc l'exception de santé dans la jurisprudence de l'organe de règlement des différends, il y a la question de savoir si le droit de l'OMC constitue ou non un obstacle à l'exercice par les membres de l'OMC de leur droit d'adopter des politiques de santé publique. Alors la réponse, a priori, elle est non. Le droit de l'OMC n'est pas un obstacle, puisque au sein des accords de l'OMC, il existe plusieurs mécanismes qui permettent d'assurer un équilibre entre les obligations commerciales des membres de l'OMC et leur droit de réglementer dans le but de protéger la santé. Alors parmi ces mécanismes, il m'a été demandé de me pencher plus spécifiquement sur l'exception. Alors, quand on parle d'exception à l'OMC, on pense bien évidemment à l'article 20 de l'accord général sur le commerce des marchandises et en matière de santé, plus précisément à l'alinéa B. L'article 20, donc alinéa B, qui permet aux membres de l'OMC d'adopter des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux. Cette disposition, toutefois, dont vous avez le texte qui s'affiche à l'écran, cette disposition n'est pas le seul mécanisme d'exception. Il y en a d'autres, et en matière de santé, il y a notamment l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui est fondamental, puisqu'il permet d'adopter un certain nombre de mesures qui répondent à la définition de la mesure sanitaire et phytosanitaire. C'est par exemple le cas d'une interdiction d'importation de produits agricoles cultivés à base de produits biotechnologiques, les OGM, ou encore l'interdiction de l'importation de viande de volaille qui proviendrait d'un pays où il y a un foyer de grippe aviaire. Il y a aussi l'accord sur les obstacles techniques au commerce, qui est intéressant en matière de santé, qui concerne les règles d'étiquetage, d'emballage, les normes de sécurité, etc. Et là aussi, il y a des règlements techniques qui peuvent être adoptés par les membres de l'OMC à des fins sanitaires. Je pense notamment aux prescriptions concernant les emballages de paquets de cigarettes. Il y a actuellement un contentieux important contre l'Australie au sujet de sa loi de 2011 qui impose la banalisation du paquet de cigarettes. C'est un peu le pendant à l'OMC des affaires Philip Morris. Alors, dans mon papier, je mènerai une analyse combinée de ces différents dispositifs, puisque finalement, même si dans le cadre de l'accord OCT et de l'accord espèce, on n'est pas dans le cadre d'une exception proprement dite, en réalité, l'équilibre entre les obligations commerciales des membres et leur droit de réglementer est le même que celui qui relève de l'article 20. Mais ici, je vais surtout me concentrer sur cet article 20B avec quelques incursions dans l'accord SPS. Alors, pour présenter cette disposition, je voudrais commencer par souligner un paradoxe. Il y a, alors depuis la création de l'OMC en 1995, mais aussi même avant sous l'égide du GATT 47, il y a plusieurs dizaines d'affaires qui ont été portées à la connaissance de l'organe de règlement des différends, portées à la connaissance des groupes spéciaux et de l'organe d'appel, et qui touchent à la santé. Mais dans une seule de ces affaires, l'ORD a constaté qu'une mesure de santé était compatible, pouvait être justifiée au titre de l'article 20B, c'est dans l'affaire amiante. Alors ce simple constat statistique pourrait nous faire penser que l'équilibre qui est organisé au sein des accords de l'OMC pour assurer une certaine marge de manœuvre aux membres pour adopter des mesures sanitaires, des mesures de santé publique, est insuffisant. Et pourtant, l'exception de santé telle qu'on la trouve à l'article 20B
et qui est issu du texte de 1947, du GATT de 1947, reste en réalité une référence, puisqu'on le retrouve dans la plupart des accords de libre-échange, et notamment dans la plupart des accords de libre-échange qui sont négociés aujourd'hui. Donc on peut aussi se demander si finalement l'équilibre qui a été élaboré, conçu en 1947, est le moins pire des dispositifs si les États n'ont pas trouvé mieux pour protéger leur pouvoir, leur droit d'adopter des mesures de santé publique. Alors, avec cette contradiction à l'esprit, je vais essayer de rendre compte des principaux aspects de la méthodologie analytique qui est celle des juges de l'OMC lorsqu'ils sont confrontés à des mesures restrictives du commerce, mais qui ont un objectif de protection de la santé. Alors, la jurisprudence de l'ORD, elle est abondante, elle est extrêmement complexe et extrêmement sophistiquée. Elle est d'ailleurs, je pense, en permanente sophistication. Donc, je ne vais pas ici me lancer dans une tentative de vivisection de cette jurisprudence. Je vais simplement me contenter de quelques critères qui me paraissent refléter l'équilibre que l'organe de règlement des différends essaie de maintenir entre les obligations commerciales des membres et leur droit d'adopter des mesures de santé publique. Et Monsieur le Président, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de simplifier à l'extrait une jurisprudence que vous connaissez parfaitement. Donc pour être la plus simple possible, il me semble qu'on peut présenter cette méthodologie analytique de l'organe de règlement des différends de la manière suivante. Lorsque les groupes spéciaux et l'organe d'appel sont confrontés à une mesure de santé publique, une mesure que l'État défendeur prétend être de santé publique, eh bien, il va l'analyser sous deux angles. D'abord, sous l'angle de son objectif. Et ici, l'analyse de l'ORD va répondre à une rationalité sociale, puisqu'il va pouvoir prendre en compte des éléments d'appréciation qui ne sont pas des éléments purement commerciaux. Et puis ensuite, la mesure, elle est analysée sous l'angle de ses effets sur le commerce. Et ici, c'est la rationalité économique qui caractérise les accords de l'OMC qui reprend ses droits dans la jurisprudence de l'organe de règlement des différends. Donc je vais, à travers cette facette objective de la mesure et effet de la mesure, essayer de mettre en avant quelques critères qui sont mobilisés par l'organe de règlement des différends. Alors s'agissant tout d'abord de l'objectif de la mesure. Ici, il y a évidemment tout un tas de choses à dire sur l'appréciation de la légitimité de l'objectif, sur l'appréciation de la contribution de la mesure à l'objectif poursuivi. Mais je voudrais me concentrer sur un point qui me paraît très important, qui est la question de savoir si, dans le cadre des accords de l'OMC et dans le cadre de cette jurisprudence, les membres de l'OMC peuvent définir le niveau de protection de santé de leur choix, compte tenu des contraintes commerciales qui pèsent sur eux. Autrement dit, la question est de savoir si un membre de l'OMC, lorsqu'il adopte une mesure de protection de la santé, peut décider d'imposer un niveau de tolérance zéro à l'égard d'un risque sanitaire, alors que la plupart des autres membres considèrent qu'une tolérance à l'égard de ce risque est tout à fait possible. Alors la réponse, elle est positive. C'est un principe cardinal, et certains commentateurs parlent même d'un principe constitutionnel du droit de l'OMC, que de reconnaître aux États le droit de déterminer leur propre niveau de protection de la santé. Pour autant, ce droit, il connaît des tempéraments. Deux principaux tempéraments me semblent importants dans le cadre de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Alors, le premier tempérament a ce droit de déterminer le niveau de protection de la santé. C'est que dans le cadre de l'accord SPS, les États sont largement incités à endosser les normes et recommandations internationales qui sont définies par les organismes internationaux de standardisation et notamment, mais pas seulement, par la Commission du Codex Alimentarius et l'Organisation internationale des épizooties. Donc l'accord SPS, il encourage à une harmonisation des normes SPS, des politiques de santé publique finalement, ce qui peut paraître une bonne chose, mais à
l'inverse, on peut aussi parfois s'interroger sur la légitimité de ces normes qui sont définies au niveau international. Alors je pense à un exemple en particulier. Il y a quelques années, la Commission du Codex Alimentarius a validé l'utilisation de la ractopamine, qui est un stimulateur de croissance, notamment pour les porcs. Mais l'autorisation ne s'est faite qu'à une très très faible majorité, 69 voix contre 67. Alors typiquement dans le cadre de l'accord espèce, les États sont encouragés à suivre ce que dit la Commission du Codex Alimentarius, mais sur la base d'un standard adopté à une si faible majorité et dans des conditions assez difficiles, on peut se poser la question de la légitimité de cette référence. Le deuxième tempérament, c'est que si un État ne souhaite pas s'en remettre aux standards qui ont été définis au niveau international et estime qu'un niveau de protection supérieur est nécessaire, il a toujours la possibilité de le faire. Mais alors, il doit justifier son choix. L'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires prévoit qu'il doit procéder à une évaluation des risques, une évaluation scientifique des risques. Et cette exigence est extrêmement rigoureuse. Elle laisse très peu de place aux politiques de précaution et finalement à l'acceptation sociétale du risque. Alors il y a deux fameuses affaires en matière de santé à l'OMC qui montrent que les politiques de précaution peuvent difficilement être justifiées dans le cadre de l'OMC. C'est l'affaire de la viande aux hormones, du bœuf aux hormones, et l'affaire des OGM qui ont toutes les deux impliqué l'Union européenne. Dans ces affaires, le droit de l'Union européenne d'adopter, ou des États membres d'adopter des mesures d'interdiction d'importation de la viande aux hormones ou des OGM n'a pas été remis en question en tant que tel, mais c'est le fait que l'Union européenne n'a pas produit de preuves scientifiques sur la corrélation entre la consommation de ces produits et les risques envisagés qui a fait que ces mesures ont été invalidées. Voilà pour la mesure adoptée, envisagée sous l'angle de son objectif. Alors maintenant, sous l'angle de ses effets. Alors, je voulais développer un certain nombre de critères, mais je vois le temps à avancer. Je vais me concentrer sur un critère, un élément d'évaluation de l'organe de règlement des différends qui est assez central à cette jurisprudence. Alors bien évidemment, les effets de la mesure, lorsqu'ils sont appréhendés dans le cadre de l'article 20b, ne sont pas appréhendés dans l'abstrait, puisqu'on sait déjà, si on mobilise l'article 20, que les effets de la mesure sont restrictifs du commerce et que même la mesure est incompatible avec certaines dispositions de fond des accords. Mais ces effets, ils vont être mis en balance avec l'objectif de la mesure. C'est ce qu'on appelle le test de nécessité. L'article 20b permet l'adoption de mesures nécessaires à la protection de la santé et à la vie des personnes. Et donc ici, l'organe de règlement des différends, dans une jurisprudence maintenant qui est très clairement établie, eh bien, a développé un test de nécessité qui ressemble à un test de proportionnalité. On met en balance les effets de la mesure avec l'objectif poursuivi. L'organe de règlement des différends nous dit plus l'objectif poursuivi est important, eh bien, plus il sera facile de justifier la mesure au titre du test de nécessité. Mais il y a un aspect de ce test de nécessité qui est assez redoutable, c'est qu'il faut apporter la preuve qu'il n'y a pas de mesure moins restrictive du commerce qui soit raisonnablement disponible et qui permettent d'atteindre le même niveau de protection. Donc, par exemple, si un État décide d'un embargo total sur un produit considéré comme dangereux pour la santé et que l'une des parties aux différends lui dit mais en réalité il y a des mesures alternatives comme des contrôles sanitaires plus poussés à la frontière, etc., le membre qui a adopté la mesure devra prouver que la mesure alternative ne permet pas d'assurer le même niveau de protection.
Et donc, dans le cadre de cette analyse, finalement, on se rend compte que le membre de l'OMC, lorsqu'il adopte une mesure de protection de la santé, eh bien, il a une marge de manœuvre assez limitée quant aux moyens dont il dispose pour mettre en œuvre ces politiques de santé. Et le test de nécessité qu'implique l'article 20b, plus qu'un test de proportionnalité, me semble être un test de tolérance dont le seuil est relativement bas. Bon, je voulais parler des implications du chapeau introductif et notamment de son utilisation par l'ORD pour vérifier que le membre qui adopte la mesure de santé publique n'abuse pas des exceptions, mais je le développerai dans mon papier à l'écrit, bien entendu. Quelques mots de conclusion. Le tableau que je viens de brosser peut paraître un peu sombre. Hein, finalement, j'ai commencé par dire que oui, les États membres de l'OMC ont le droit à l'OMC d'adopter des politiques de santé publique. Et puis finalement, les conditions qui sont posées par les accords de l'OMC sont relativement restrictives. Cela ne revient toutefois pas à dire que les accords de l'OMC entretiennent une prime systématique aux objectifs de libéralisation du commerce. Et surtout, cela ne revient pas à dire que c'est l'organe de règlement des différends qui a une conception très restrictive de l'équilibre qui doit être fait entre les obligations commerciales des membres de l'OMC et leur droit d'adopter des mesures de santé publique. En réalité, l'organe de règlement des différends, il a une lecture, une interprétation très textuelle des accords. Et les conditions restrictives à l'exercice par les membres de l'OMC de leur droit d'adopter des mesures de santé publique, elles sont posées par les accords, elles ne viennent pas de cette jurisprudence de l'organe de règlement des différends. Donc ça, c'est pour la conclusion un peu sombre, mais je suis de nature assez optimiste et je vais renverser ma conclusion. Je pense que il est possible d'injecter un peu plus de flexibilité dans la mise en œuvre des accords de libre-échange, dans les accords de libre-échange, dans les accords de l'OMC. Et ma raison de mon optimisme, c'est qu'en réalité, on a un précédent. Pendant des années, les accords de l'OMC ont été réputés comme intangibles, comme impossibles à renégocier, à amender. Et en réalité, l'année dernière, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle a été amendé pour permettre un peu plus de flexibilité dans le domaine de la protection de la santé publique en permettant plus facilement l'accès aux médicaments génériques. Et ça, je trouve que c'est un signe plutôt encourageant que le premier amendement d'un accord de l'OMC soit justifié par la nécessité de protéger la santé publique. Et il ne me semble pas impossible d'insuffler, alors par le biais de l'amendement, un peu plus de flexibilité dans l'exception de santé, en prévoyant peut-être une plus large marge de manœuvre pour adopter les mesures de précaution ou des mesures qui sont parfaitement justifiées, même si les preuves scientifiques ne sont pas toutes réunies à au moment précis de l'évaluation de ces mesures. Voilà, je termine sur cette petite touche d'espoir, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Merci pour la touche d'espoir, car j'étais un peu perplexe sur le fait que vos conclusions étaient sombres. Il faudrait peut-être ajouter qu'il y a une flexibilité qui a été donnée par l'organe d'appel sur la définition du concept de nécessité, qui n'est pas aussi rigoureux comme l'exception sur les principes de la responsabilité des États, et a été interprété comme quelque chose au milieu entre une mesure qui donne une contribution tangible et quelque chose d'indispensable, donc nécessaire, qu'on pourrait penser dans un langage commun et assez proche de
de l'inévitable, de l'indispensable, et en effet interprété avec une flexibilité remarquable selon le balancement, comme vous disiez, de l'importance des objectifs et de l'effet restrictif de la mesure.